Bonjour à tous. Je suis Marie-Célie Guillaume, je suis la directrice générale de Defacto Paris La Défense. Et on m'a proposé de parler de la verticalité et de l'horizontalité sur le territoire. Et alors pour commencer, je voudrais présenter mes excuses. Je voudrais présenter mes excuses à tous ceux d'entre vous qui sont venus ici ce matin. Certains d'entre vous sont arrivés tôt. Certains d'entre vous sont aussi venus hier. Ceux d'entre vous qui sont venus alors qu'ils ne travaillent pas à la Défense, qui n'ont pas la chance de travailler à la Défense. Et ceux d'entre vous qui sont venus avec, sans doute, comme beaucoup de Français, des a priori pas toujours très favorables à l'objet tour et à ce que ça peut être de travailler dans une tour. Ceux d'entre vous qui sont venus avec ces a priori et qui vont passer la journée, voire les 2 journées, dans un sous-sol, sans avoir la possibilité, le privilège de découvrir ce que c'est que d'avoir la chance, comme je l'ai moi, comme l'ont mes collaborateurs et comme l'ont tous ceux qui travaillent ici à la Défense, la chance le matin quand ils arrivent de pouvoir monter. Pour ce qui me concerne, ce n'est que le 26e étage, mais du 26e étage tous les matins, on découvre un paysage fantastique, on découvre le petit Paris et le grand Paris, on découvre toutes les subtilités de la lumière de l'Île-de-France, les lumières le matin, les lumières qui changent toute la journée, les lumières qui font changer le quartier d'affaires, qui se reflètent dans les tours, les lumières de la nuit aussi, et vous savez, c'est beau une ville la nuit, surtout vue du ciel. Donc on m'a demandé de parler de la verticalité. La verticalité, évidemment, c'est l'ADN de Paris La Défense. Paris La Défense, c'est le quartier vertical de France, le seul, le premier et le seul, et c'est le premier quartier vertical, premier quartier d'affaires d'Europe. Aujourd'hui, La Défense, ce sont 80 tours qui culminent. La plus haute d'entre elles, c'est la tour First, qui est à 230 mètres de haut. Évidemment, on est loin des 829 mètres de la tour de Dubaï. Mais vous savez, les promoteurs et les architectes en France, jusqu'à présent, ont toujours eu le bon goût de laisser à la tour Eiffel le privilège d'être la plus grande dame de France. Pour l'instant, aucune tour n'a dépassé la tour Eiffel, c'est diplomatique. Alors, la verticalité à la Défense, ça a d'abord été une ambition politique forte, portée par le général de Gaulle, qui lui-même, d'ailleurs, était très grand, une ambition politique après la guerre, il y a 60 ans, qui était donc de montrer au monde entier que l'économie française, et donc la France, se redressait de cette épreuve épouvantable, que l'économie française était moderne, et donc ce fut un choix qui était, il faut le dire à l'époque, assez culotté de la part du général de Gaulle, de construire un quartier vertical. C'est pas du tout dans la culture française. Alors il a eu la prudence et le bon sens de décider que ce quartier serait en dehors du Paris historique et avec une concentration de tours sur un même territoire, mais c'était effectivement la volonté de donner un signe de dynamisme et de modernité au monde entier. La verticalité à la Défense, c'était aussi à l'époque une philosophie urbaine, puisque le quartier d'affaires répond à à l'époque, on considérait qu'il fallait séparer les fonctions, qu'il y avait les villes pour dormir, les villes pour travailler, et puis les villes pour sortir et s'amuser. C'est l'époque des villes nouvelles, bien sûr, et le quartier d'affaires répond à cette philosophie, un quartier pour les affaires, où on vient pour travailler et uniquement pour travailler. La verticalité à la Défense, c'est une concentration exceptionnelle immobilière avec 3,5 millions de mètres carrés qui est pendant presque 60 ans. L'année prochaine, nous fêtons les 60 ans du lancement de la Défense. La construction de la Défense s'est limitée essentiellement à ajouter des tours autour, une tour après l'autre, et à se concentrer sur les infrastructures de transport, puisque vous savez, tous les transports arrivent et passent par la Défense, le train, le métro, le RER, le tramway, l'autoroute également. 2 autoroutes desservent la Défense, et nous avons sous la Défense le plus grand parc de parking d'Europe. C'est un quartier qui est extrêmement bien desservi par les transports, et à la fois la quantité et la qualité de l'offre immobilière et la densité du réseau
réseau d'infrastructures de transport constituent aujourd'hui 2 atouts considérables dans la compétition que se livrent les quartiers d'affaires, en particulier en Europe dans le cadre du Brexit. Et c'est le fruit de cette philosophie également. La verticalité de la défense reste aujourd'hui mal connue et surtout mal aimée en France. Ce n'est pas dans la culture française. La tour n'est pas dans la culture française. Je suis toujours frappée dans les dîners en ville, comme on dit à Paris, et que quand mes amis me disent « Ah, tu travailles à la Défense, ma pauvre, enfin, ça doit être terrible de travailler dans une tour. » Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller dans une tour ont beaucoup d'idées sur ce que ça doit être dans une tour et des idées qui sont complètement décalées par rapport à la réalité de ce que c'est que de travailler dans une tour. Et d'ailleurs, nous, on le mesure puisqu'on fait un baromètre de satisfaction des utilisateurs du quartier qui montre ce décalage entre des salariés de la Défense qui sont très majoritairement très contents de travailler à la Défense et notamment d'être dans les tours, et puis ceux qui ne connaissent pas la Défense, qui en ont une idée très négative. Et bien sûr, cette verticalité de la Défense, elle est l'incarnation, on va dire, physique des modes d'organisation du travail du XXe siècle. La verticalité, la hiérarchie, le cloisonnement, l'isolement, tout ça, ça reflète la façon dont le travail était organisé au XXe siècle. Le quartier d'affaires s'est organisé selon ces principes-là. Et au sein même d'une tour, vous savez, plus on monte dans la hiérarchie de l'entreprise, généralement, plus on est logé haut dans la tour, le PDG étant à l'étage le plus haut, avec le plus grand bureau, la plus belle vue et sa salle à manger personnelle qui donne sur le tout Paris et qui permet d'épater la galerie. Donc cette verticalité, effectivement, est l'incarnation des modes de travail d'hier et donc est fortement challengée aujourd'hui par tout ce dont nous parlons depuis hier, la révolution du travail, puisque les valeurs dont nous parlons depuis hier, tout ce qui est en train d'émerger, d'exploser partout au sein des entreprises et dans la société, c'est l'exact inverse, c'est l'horizontalité, la transversalité, le décloisonnement, le fonctionnement en réseau, et tout ça fait que les entreprises, mais pas que les entreprises, le quartier d'affaires en lui-même, en tant que choix de concentrer sur un territoire ces ensembles immobiliers très conséquents et très coûteux d'ailleurs à construire, tout ça c'est challengé aujourd'hui. Est-ce que ça a encore du sens? C'est une vraie question. Alors la mise en cause de la verticalité et du quartier d'affaires, elle ne date pas de la révolution du travail, ou en tout cas de la prise de conscience très aiguë que nous avons de cette révolution aujourd'hui. Cette mise en cause, en tout cas pour ce qui concerne la Défense, elle a commencé il y a déjà une bonne dizaine d'années, à un moment où le quartier était en vraie crise, et on disait la verticalité c'est fini, c'est has-been. D'ailleurs vous voyez les entreprises fichent le camp, la Défense c'est mort, c'est inhumain, c'est sinistre, c'est angoissant, personne n'a envie d'y aller, et donc c'est terminé, maintenant c'est les campus horizontaux, etc. Ça c'était il y a une dizaine d'années, et parce qu'on s'est rendu compte notamment qu'il ne suffisait pas évidemment d'ajouter des tours autour pour faire que le quartier d'affaires soit un quartier. On avait oublié pendant trop longtemps que le mot quartier, il a une signification très profonde, c'est lié à la ville, mais à la ville dans sa dimension justement humaine, quelque part, face à l'infiniment grand des tours, au gigantisme qui effraie souvent quand on y vient pour la première fois. Comment on fait pour restaurer la dimension locale, l'infiniment petit quelque part, à travers la recréation d'espaces publics à dimension humaine, à travers l'occupation des espaces publics pour que la dalle ne soit pas simplement une zone de flux où on sort du métro le matin pour monter dans sa tour et on repart de sa tour le soir pour se précipiter dans le métro, mais qu'on profite de cet espace public qui est assez fantastique. C'est quand même la plus grande dalle piétonne d'Europe. C'est un atout extraordinaire à l'époque où toutes les villes aujourd'hui cherchent à chasser les voitures pour remettre le piéton au centre de la ville. Ici, nous avons la chance d'avoir cette dalle piétonne très qualitative avec cette architecture, les œuvres d'art, etc. Mais comment faire pour que les gens s'approprient cet espace public et sortent de leur tour pour recréer le lien? Alors, cette prise de conscience, il y a une dizaine d'années, fait que ça fait... elle a commencé par, en fait, le besoin de recréer la vie et donc, on va dire, pour faire très schématique, animer le quartier. Et aujourd'hui, on est dans quelque chose de beaucoup plus profond. On passe d'une dimension, il faut animer le quartier, à une dimension, en fait, c'est pas ça le sujet. Le quartier, il doit muter. Parce qu'on voit bien que la révolution du travail, le mot révolution, il est très fort, il implique non pas des petits ajustements à la marge, il implique, comme pour un quartier vertical comme celui-ci ou comme les autres quartiers d'affaires qui vont pouvoir s'exprimer tout à l'heure, il implique une profonde mutation. Et cette mutation, elle passe par l'horizontalité. Alors l'horizontalité, qu'est-ce que ça veut dire l'horizontalité? L'horizontalité, bien sûr, c'est la mixité,
c'est la mixité à la fois du tissu économique. C'est pas que les grandes entreprises, l'économie. L'économie aujourd'hui, de plus en plus, et en tout cas dans ce qu'elle a d'énergique, de dynamique, d'innovant, c'est les PME, et ce sont les PME, et c'est bien sûr les startups. Donc il faut que ces entreprises, tout ce tissu économique trouve sa place et ait envie de venir à la Défense. Donc comment est-ce qu'on fait pour susciter cette mixité? C'est aussi la mixité des usages et des usagers. Un quartier d'affaires ne vit pas s'il n'y a que des salariés. Et d'ailleurs, un salarié n'est pas qu'un salarié. Un salarié, c'est également quelqu'un qui a envie de sortir, prendre un verre, écouter de la musique, faire du sport. Et donc, il faut que tous ces usages soient pris en compte dans l'espace public et que chacun puisse y trouver son compte à différents moments de la journée, puisque la journée peut être un temps de travail, mais pas que. La mixité, c'est aussi un changement, l'horizontalité, pardon, c'est aussi un changement très profond de méthodologie. Et là, je parle pour nous, établissements publics en charge de concevoir, d'aménager et de gérer un quartier d'affaires. Ça suppose de notre part un changement très profond de méthodologie. Et ce n'est pas simple. Ça suppose de penser la ville avec ceux qui l'utilisent. Ça veut dire donc associer les utilisateurs, explorer les usages émergents, favoriser l'expérimentation, faire des tests, apprendre de ses erreurs, évaluer ce qu'on fait, intégrer un écosystème innovant. Donc c'est les startups qui doivent être sur le territoire, mais qui doivent aussi irriguer la façon de travailler des collaborateurs de l'établissement public. C'est un changement fondamental de méthode. Vous savez que la Défense a été conçue, comme beaucoup en France, selon les principes de la DATAR à l'époque, c'est-à-dire que c'est une administration centrale avec des ingénieurs très intelligents qui dessinent sur une carte la ville et qui décident ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, sans vraiment toujours prendre en compte justement les usages et les usagers. Et ça, aujourd'hui, ça ne marche plus. Donc il faut changer de méthode. L'horizontalité, c'est aussi une meilleure intégration à l'environnement. La Défense, pendant 50 ans, a été conçue comme une bulle posée ici, mais elle aurait pu être posée ailleurs, entourée d'ailleurs, comme Paris, d'un boulevard circulaire qui est quasiment infranchissable, qui commence à être un peu plus franchissable, mais qui pendant des années était infranchissable, et qui isolait vraiment le quartier d'affaires de son territoire environnant, avec très peu de relations avec les villes autour, alors qu'on sait que l'un des atouts de la Défense, c'est justement ce territoire autour avec l'offre de logement, l'offre d'école, l'offre de lieux de culture, l'offre d'espaces verts. Tout ça, ça vient compléter le quartier d'affaires de la même manière que ce qui est proposé ici est très important pour les villes autour. Mais donc pour cela, il faut penser le quartier d'affaires en relation étroite avec l'environnement, de la même manière que les tours elles-mêmes doivent être conçues différemment. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas salarié ou visiteur d'une tour, vous n'avez pas le droit d'y rentrer. C'est interdit. Les tours sont des objets fermés, repliés sur elles-mêmes. Et d'ailleurs, à la Défense, contrairement à toutes les autres villes verticales du monde, vous n'avez pas, hormis l'Arche, qui est un peu particulière, vous n'avez pas d'endroit où vous pouvez monter au sommet et justement découvrir cette vue fantastique qui est quand même le premier atout de la verticalité. Et donc, il faut aujourd'hui faire les tours autrement. Ça veut dire au moins des pieds de tour poreux avec l'environnement, avec des services qui permettent d'accueillir le public et pas simplement les salariés, de la relation entre le dehors et le dedans, un lien entre ce qui se passe dans l'espace public et ce qui se passe dans les immeubles privés. Tout ça, ça fait partie de l'horizontalité. Donc vous voyez, c'est un changement majeur. Si je voulais prendre une image, on va dire anatomique, la verticalité, bien sûr, il n'y a pas besoin de faire un dessin pour voir quelle est l'incarnation de, on va dire, de la virilité et de tout ce que ça incarne en termes de sentiment de domination, l'homme qui monte vers le ciel et qui veut montrer au monde entier qu'il est le plus puissant. Mais le quartier d'affaires, il est aussi construit sur un socle, la dalle, avec en dessous de la dalle tout un univers qui, pendant des années, a été conçu comme étant ce qu'on ne voulait pas montrer. On cache sous la dalle justement tous les réseaux qui sont indispensables pour que le quartier fonctionne. On cache sous la dalle les galeries techniques, on cache sous la dalle les poubelles, bien sûr, les livraisons. Et d'ailleurs, le sous-dalle, globalement, personne ne s'en est occupé. Il est extrêmement peu qualitatif. Or, le sous-dalle, c'est le ventre de la Défense, c'est sa matrice féminine, c'est ce qui fait que le quartier est irrigué, vit, palpite. Et notre conviction, c'est que la mutation du quartier d'affaires, elle passe justement par l'obligation, l'ardente obligation de réinvestir le sous-dalle et d'y amener vraiment de la vie, c'est-à-dire des lieux différents où on peut apporter des services qui manquent totalement aujourd'hui de la Défense en termes de restauration, de lieux de vie, de lieux hybrides où on peut à la fois travailler, mais pas que travailler,
sortir, s'amuser, se cultiver, faire du sport, dans une ambiance décalée, underground. On assume le côté underground parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le quartier d'affaires, dans sa minéralité et son côté pur business, ça ne marche plus tout seul. Donc voilà, il s'agit de réconcilier le dessus et le dessous, la verticalité et l'horizontalité. C'est un enjeu majeur pour l'attractivité du quartier et ça va être le gros sujet des années à venir pour Paris La Défense. Je vous remercie et je crois qu'il y a un petit film. Vous avez vu toutes les tours qui est autour, c'est quand même un endroit où on retrouve énormément de clients. Moi, je travaille dans le B2C et du coup, c'est très pratique d'aller d'un client à un autre. Moi, l'avantage, c'est de pouvoir aller de part et d'autre, aussi bien au niveau magasin, au niveau travail, au niveau transport. C'est l'avantage, elle va tout sur place. Mais il faut avoir effectivement un écosystème, comme vous disiez tout à l'heure, très varié. Au niveau musical, c'est très bien. Au niveau restauration, tout ça, on a un choix extraordinaire. Que ce soit au niveau des crèches ou des restaurants ou pour sortir le soir, voilà, tout est vraiment tout proche, donc ça c'est un gros avantage. Ouais. Pour moi, une entreprise idéale, c'est une entreprise où on soit vraiment impliqué, où on puisse porter des projets qui nous tiennent à cœur. Alors, l'espace de travail idéal est un espace dans lequel on peut se retrouver en fonction du moment de la journée à travailler parfois seul, parfois en équipe, parfois de manière dans des espaces fermés, parfois dans des espaces ouverts. Je crois qu'il faut une vraie attention aux espaces, à la lumière, etc. Ça, c'est dans le quotidien, à la nourriture. Je pense qu'il faut un système mixte. Je pense bien que l'open space va prendre l'ampleur. Maintenant, les bureaux, c'est quand même important pour tout ce qui est séparation des services. Créer des espaces de détente, des espaces pour faire son sport. La conciergerie, c'est génial. Et puis avoir un club de sport, c'est génial aussi. Un ping-pong ou un flipper ou un truc comme ça qui permettent déjà non seulement de détendre les gens, mais en plus aussi de créer une certaine cohésion dans les équipes aussi. Il y a des choses qui comptent, qui ne peuvent pas non plus être vraiment physiques, comme l'ambiance qu'on a au travail, ce qu'on nous confie et les opportunités d'implication qu'on va avoir dans les choses qui sont transverses.